sommes actuellement avec Céline Servat. Bonjour Céline Servat. Bonjour. Alors vous êtes une autrice locale de la région, hein? Oui, du département même. Du département, oui. Oui, puisque je suis du Comminges, donc pas très loin. Voilà, et vous avez déjà derrière vous un certain nombre d'ouvrages. Votre dernier s'intitule La Vallée des Égarés. Il est édité chez Tornada. Oui, voilà. Ouais. Et alors, on va en dire un mot, évidemment, mais d'abord, j'aimerais quand même préciser que vous êtes assistante sociale. Alors, je vous ai dit tout à l'heure dans l'Ariège, je vous dis en Haute-Garonne, juste à la frontière des deux, presque. À la frontière, c'est important. Votre profession par rapport à ce que vous pouvez écrire, est-ce que c'est une ressource pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en avant dans vos polars? Alors, ça me sert de ressource, notamment sur celui-là, oui. puisque La Vallée des Égarés parle des enfants placés, de la question des rencontres avec certains professionnels, du fait qu'on peut trouver des personnes ressources, comme aussi vivre des situations terribles quand on vient déjà d'une famille dysfonctionnelle. Donc là, ça m'a complètement servi pour écrire ce roman. Et je l'ai aussi écrit parce que j'avais lu des inepties qui m'avaient passablement énervé, donc j'avais envie aussi de remettre de la réalité. C'est-à-dire ? Alors, je ne vais pas citer d'auteur, non. mais il y a des raccourcis des fois où on cumule certaines situations ou alors des choses qu'il y a 10-20 ans, quand on parle encore de la DAS au lieu de l'aide sociale à l'enfance, ça me fait un peu bondir. Donc voilà, j'avais envie un peu de reparler aussi des familles d'accueil, de ce que ça pouvait représenter pour elles, que ce travail-là. Ouais. Et alors là, ça se passe à Salé-du-Salat. Voilà. Et un corps mutilé est découvert. Et Marco Minelli, qui est un comptable sans histoire, se retrouve mêlé, donc bien malgré lui, à une enquête angoissante qui va le plonger dans les affres du doute, tiraillé entre la raison et la folie. Vous m'avez parlé tout à l'heure carrément de rebouteux, de petites choses comme ça. C'est ça le décor du livre? Oui, en fait, alors le gros décor, c'est vraiment la montagne et tout ce qui, la façon de vivre autour de cet environnement. Après, Marco, c'est un anti-héros. Il a peur de tout, il a plein de rituels, et en fait, ce qui fait qu'il est un peu plus différent en fait de ce côté très très ritualisé, c'est que il soigne le feu. Donc c'est Marco qui soigne le feu. C'est lui. Et ce qu'il ne supporte pas, par contre, c'est que quand il y a des gens qui sont décédés et qu'il connaissait, ils peuvent lui rendre visite dans ses rêves. Donc ça le met très très à mal. Mais ce qui lui permet d'être témoin d'un meurtre. D'accord. Et alors c'est lui qui mène l'enquête? En partie, alors il y a un binôme entre Marco et sa voisine Manu, qui elle est plutôt une badass girl et qui va de l'avant. Donc eux, ils essayent un peu de se dépatouiller dans ce qui leur tombe dessus, autour de cette mort. Mais après, il y a aussi des gendarmes de Salé-du-Salat, mais aussi de la SR qui interviennent autour du meurtre. D'accord, alors vous dites que c'est des petites bourgades aux ruelles paisibles, abritent-elles la tanière d'un tueur sanguinaire? C'est un tueur sanguinaire que recherche Marco? Alors je vais essayer de ne pas spoiler, non, faut pas spoiler. Mais en tout cas un tueur récidiviste, on va le voir dans ce livre. D'accord. Vous faites partie des Louves du Polar. Oui. Ça veut dire quoi pour vous, les Louves du Polar? Alors, les Louves du Polar, c'est un collectif qui a été créé il y a 2 ans et demi à peu près. En gros, non, on peut dire 2 ans encore, parce qu'on est en septembre. En fait, les personnes qui l'ont créé, moi je suis arrivée après, l'ont fait, donc c'était Céline Dangean, Sonia Delzongles, Sandrine Destombes, qui c'est qu'il y avait, Christelle Duchamp, enfin je vous passe tout le monde. L'avaient créé parce qu'elles se sont rendues compte que les autrices étaient beaucoup moins représentées dans des salons, dans des librairies, dans des médiathèques, et ne serait-ce que regardons nos bibliothèques et on s'aperçoit que les autrices francophones de littérature noire n'y figurent pas beaucoup. Donc on a voulu mettre en avant les autrices et que cette visibilité soit partagée sur un peu tout le territoire francophone. Donc on met beaucoup d'actions en place, on a fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, mais on fait aussi le mois des Louves entre mai et juin, où on communique avec plus de 200 librairies, plus de 100 médiathèques qui mettent en avant les ouvrages écrits par des femmes, et pas que les Louves. On fait attention à défendre toute littérature noire écrite par des femmes côté francophone, parce que finalement en Espagne, en Europe du Nord, en Angleterre, il y a beaucoup d'autrices qui sont mises en avant, mais pas ici. D'accord.
Comment vous l'expliquez justement qui est cette espèce On a du mal à l'expliquer, mais ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des commerciaux, au niveau des maisons d'édition, ce qui est proposé aux libraires, c'est beaucoup plus masculin. Et on n'est pas là pour dire qu'il ne faut pas, et on n'est pas là pour descendre les auteurs hommes, au contraire, et puis on en a plein qui nous soutiennent. En tout cas, on se dit qu'on ne peut pas attendre et se lamenter, et que c'est à nous de mettre en place des actions. Et depuis que les Louvres existent, quand même, on voit que cette visibilité a pu un peu changer. Alors il existe ce livre qui s'appelle Dérapage, 19 histoires inédites, le meilleur du polar se conjugue au féminin. Donc ça veut dire qu'il y a 19 autrices qui ont écrit chacune une histoire, c'est ça ? Une nouvelle. En fait, on était sur le thème du dérapage, donc après chacun l'a décliné chacune l'a décliné à sa façon. Et c'est un roman, un recueil de nouvelles qui permet de découvrir certaines des autrices, 19 sur les 30 des Louvres. Mais aussi, il faut savoir que c'est un livre dont le bénéfice va pour une association qui défend des étudiants en situation de précarité. D'accord. Voilà, on voulait vraiment favoriser une association. On a cherché dans quel domaine et on s'est mis d'accord sur celui-là. D'accord. La Vallée des Égarés, je crois que vous êtes finaliste d'un prix qui a de l'importance ici. Oui, le prix de l'embouchure, qui est un prix qui est donné par les policiers du commissariat de l'embouchure. Et c'est l'amicale en fait des policiers qui l'organise. Et donc je suis finaliste et je suis très contente de l'être. Il en reste 4, c'est ça ? Voilà. Je le saurai le résultat pour le salon Toulouse Polar du Sud le 10 et 11 octobre. Vous arrivez à allier à la fois votre métier, assistante sociale dans les Pyrénées, et puis votre écriture, votre goût pour la littérature noire. Est-ce que ça se conjugue bien ? Oui, parce que ça me fait... difficile, Disons que ça me permet de changer aussi de ce que je vois et ce que je vis au quotidien. Moi, j'interviens auprès d'enfants qui ont des troubles du comportement et j'adore ce que je fais. Mais ça balance un peu les choses. Et en plus, à côté de ça, j'organise aussi un salon du polar dans mon petit village d'Ancos-les-Thermes avec 25 auteurs. Donc oui, mes journées, mes soirées, voire mes nuits sont bien remplies. Vous parliez et vous en parlez dans ce livre de l'enfance placée. Pourquoi en avoir parlé et surtout, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui sur la situation de ces enfants placés ? Parce qu'on n'en parle pas régulièrement dans les médias. De temps en temps, il y a une affaire par-ci par-là et puis c'est l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai qu'on connaît très très mal ce milieu et il mérite d'être un peu plus connu. D'ailleurs, j'en profite juste pour conseiller un livre qui s'appelle Gracier la Bête, qui est aussi finaliste, de Gabriel Massat, qui est magnifique. J'ai fait la bêta-lecture de ce livre pour tout ce qui était social, donc voilà, ça correspond bien à la réalité, même ça peut l'amenuiser. En fait, moi, quand j'ai écrit ce livre, il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais en fait, dans ton livre, on voit qu'il y en a certains qui s'en sortent. Mais heureusement, sinon moi, j'arrête de faire ce métier si c'est voué à l'échec pour tout le monde. Et je crois que si on n'en parle pas dans les médias, c'est qu'il y a pas trop d'affaires, donc pourquoi pas, et tant mieux. Mais il ne faut pas nier qu'il y en a. Alors, l'aide sociale à l'enfance est dans un niveau de précarité, je ne sais pas trop comment le dire autrement, en situation d'urgence vraiment très grand. En fait, il y a très très peu maintenant de lieux de placement, d'assistants familiaux. Donc c'est compliqué, ceux qui y étaient sont vieillissants ou sont partis à la retraite. Et le but, c'est quand même, quand des enfants sont en danger, de ne pas se retrouver dans une structure où ils sont eux-mêmes en danger. Et on a certains services d'urgence qui se retrouvent à pallier à toutes ces situations et ça devient dramatique. Le polar est forcément lié le plus souvent à des situations sociales. C'est forcément un bon support pour vous. Je ne vais pas parler de messages parce que ça va au-delà de ça, mais en tout cas c'est un bon support pour parler de ces failles de la société. Sur le polar, le thriller, c'est vraiment un bon média pour ça. Je suis ici sur un salon historique parce que j'ai écrit une trilogie sur les dictatures et secrets de famille. Donc là aussi, c'est un média qui permet de dénoncer des choses, comme dans La Vallée des Égarés. Et pour moi, il faut qu'un livre il ait une dimension autre que du loisir, mais aussi d'aller pointer des choses et que chacun se fasse son avis. Et il n'y a rien de tel que la littérature noire pour aller justement questionner la société, à mon avis. Et l'écriture, est-ce que vous cherchez à avoir un style particulier ? Quel rapport vous entretenez avec le polar et la lecture du polar ? Parce que souvent il y a soit de l'écriture blanche, soit quelque chose d'un style un petit peu plus enlevé. Comment vous arriveriez à définir votre style et qu'est-ce qui vous inspire ?
Alors moi je lis pratiquement que de la littérature noire. Je lis très peu de blanche, à part vraiment certains auteurs que j'affectionne. J'ai lu beaucoup d'autres choses, de classiques, d'heroic fantasy, mais là maintenant je lis que de ça et je ne me vois pas écrire autre chose. Bon là j'ai écrit en jeunesse, mais c'est quand même des enquêtes, je vais voir si j'arrive à en faire quelque chose, mais je reste autour de ça. Et après j'ai une écriture que je pense qui est plutôt classique. Mon objectif c'est que les lecteurs n'aient pas l'impression que je fais que leur raconter une histoire, mais qu'ils se sentent vraiment immergés dans l'histoire et qu'ils puissent se mettre à la place des personnages et qu'ils ressentent les choses pour eux. Ouais. Donc j'essaye de développer ce côté-là. Mais le polar, je trouve, contrairement au thriller ou à la fantasy, offre une liberté que les autres genres n'offrent pas. Notamment dans le style et dans l'écriture. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses très variées au niveau du polar. Après, le polar a aussi des codes très précis. Et on a des lecteurs qui ne lisent que de ça. Moi, je lis énormément. Je lis presque 200 livres par an. Donc, j'ai côté lecteur en même temps que côté auteur. Et c'est vrai que finalement, si on a presque des enquêteurs qui nous lisent. Des gens qui deviennent pointus sur les procédures, qui deviennent pointus sur des mécanismes. Et le but, c'est de toujours surprendre. Donc, moi, quand je réfléchis à un roman, je réfléchis sur quel ton je veux l'écrire, ce que je veux développer comme thème, quels personnages vont servir l'intrigue. Mais mon but, c'est aussi d'arriver à surprendre le lecteur dans ce que je vais lui amener, en plus de le faire réfléchir.